Cette semaine, rencontre avec Arthur Aubeuf. Multi-entrepreneur depuis ses 17 ans, il a monté notamment Primebox, un éditeur et développeur de communautés sur les réseaux sociaux, avec une communauté totale de plus de 12 millions d'abonnés. Ses médias principaux, vous les connaissez sûrement, ce sont Nuit sans folie, Kinky, l'application de jeu d'alcool coquin, et ça se dit, ou encore Rap Punchline. Il a aussi créé l'application de rencontre Six, où a été à la tête de Thriller Europe. Aujourd'hui, il se lance dans l'aventure de sa vie, Time for the Planet, le start-up studio qui rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises luttant à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique. Selon moi, son parcours illustre très bien cette idée que la sexualité est un milieu comme un autre, un milieu dans lequel entreprendre. On peut entreprendre dedans pendant un temps et travailler dans un autre domaine avant ou après, y revenir plus tard, peu importe son âge, peu importe nos études, peu importe notre connaissance sur le sujet, puisqu'on va apprendre de toute façon. Dans tous les cas, c'est un milieu comme un autre, c'est vraiment l'idée de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Donc rapidement, moi je veux surtout m'arrêter sur ton expérience avec le réseau Brainbox où tu as notamment fait l'application de rencontre Six et qui est partie du site Nuit sans folie. Donc pour rappel, Nuit sans folie, est-ce que je peux me permettre de le résumer en mode un peu un VDM, un vie de merde du cul en mieux du coup. Tu peux te permettre sans problème. Et puis plein d'autres choses que tu as faites, dont j'ai découvert tout à l'heure Kinky et ça se dit et Rap Punchline, mais aussi d'autres choses que tu fais maintenant. Là, tu t'es lancé à fond du coup sur Time for the Planet, donc qui est maintenant dans l'écologie et plus dans les médias ou dans la sexualité. Comment ça a commencé rapidement, si c'est possible, et après on se concentre un peu peut-être sur Six et Nuit sans folie. Ouais, avec plaisir. Bah écoute, moi j'étais pas du tout adressé à faire tout ça. Je viens d'un petit village de 200 habitants, pas loin du Jura, dans les montagnes. Donc, comme je le raconte souvent, moi, à la base, ma passion c'est le ski et le ski de fond, parce que chez moi il y a même pas de quoi faire du vrai ski. Et du coup, je faisais que ça. C'était ma grande passion. Et comme je savais pas trop où aller à la suite de ça, je suis allé en fac de sport. Et quand tu es en fac de sport, la petite particularité, c'est que tu as 6 mois et demi de vacances. Donc, important d'aller en fac de sport quand tu sais pas quoi faire de ta vie, parce que ça te laisse pas mal de temps pour réfléchir. Et moi, ce temps de réflexion, je le passais à inventer des trucs, à bricoler. Alors, je vais passer sur tes détails, sur tous les trucs que j'ai merdé avant de commencer à réussir un peu, mais j'ai essayé plein de trucs, des marques de vêtements, dans la musique, je faisais des trucs. Et un jour, je suis tombé un peu par hasard dans les communautés, avec les Spotted, qui était un concept sur les campus, qui permettait de passer un petit message anonymement à quelqu'un. Et donc, je me suis retrouvé avec le Spotted de mon campus, où il y avait quand même 40 000 étudiants, donc j'avais mes premiers milliers de likes. Pour moi, c'était orgasmique, incroyable. Je tremblais de voir tous ces abonnés. Et j'ai commencé à comprendre un peu comment ça marchait, les algorithmes de Facebook à l'époque, et comment on faisait pour faire grossir une page. Et quand les Spotted se sont un peu amoindris,
je me suis dit, c'est dommage, il y avait un vrai truc avec ça. Comment on pourrait faire un Spotted qui soit national, qui rassemble tout le monde en utilisant cette même logique de anonymat que la page couvre et avec des trucs qui soient toujours aussi marrants ou qui touchent à l'intimité des gens. Et en fait, en 2 secondes, je me suis dit, le truc qui rassemble le plus au monde, c'est le sexe. Donc, allons-y, faisons un Spotted autour du sexe. J'étais avec 2 potes à l'époque et c'est comme ça qu'est né Nuit de merde à l'origine, puisque le tout premier truc qu'on a fait, c'est Nuit de merde. Bien sûr, avec l'idée de surfer sur VDM parce qu'on pensait que ce truc-là était mort depuis longtemps, ce qui n'était pas le cas, puisqu'en fait, Nuit de merde a d'abord absolument pas décollé. Il y avait 200 likes, c'était les anecdotes de mes potes qu'on publiait et il se passait rien. Et alors attends, tu l'as publié sur, c'était sur Facebook, c'était un groupe Facebook? C'était une page Facebook, ouais. Donc, Facebook, imagine une page Facebook avec 200 abonnés qui s'appelle Nuit de merde et voilà, c'est le truc le plus foireux du monde, quoi. Sauf que un jour, il s'avère qu'il y a une anecdote qui buzz un peu. Donc à l'époque, quand les gens likaient un truc sur Facebook, leurs amis voyaient ce truc. Donc il y avait vraiment un gros potentiel de viralité. Et il y a une anecdote qui est un peu partie et on s'est retrouvé avec 1000 abonnés. Donc en un jour, on avait pris 800 abonnés. Donc je me suis un peu concentré, j'ai repartagé quelques anecdotes. Le lendemain, on en avait 10 000. Donc là, je me suis enflammé, j'ai partagé un peu ce qu'on recevait. C'est du jour au lendemain. Okay. Du jour au lendemain. Le surlendemain, on en avait 100 000. Donc là, je peux te dire que à l'époque, j'étais maître nageur et du coup, je surveillais plus du tout les gens se noyer tous. Rien à foutre. Du coup, le 100 000, il commence à faire vraiment halluciner. Et c'est à ce moment-là que j'ai VDM qui m'appelle justement et qui me dit salut, ça te dirait qu'on fasse un petit partenariat. On n'a pas de vertical sex. Nous, ça nous plairait bien que tu sois notre vertical sex. Moi, j'ai 17 ans à cette époque et je leur dis non, je vous emmerde. Où j'ai 18, enfin je suis hyper jeune quoi, et du coup je sors un peu les pecs et je me retrouve à leur dire non, je vais faire mon truc tout seul. Moi je le dis poliment quoi, mais ça se passe comme ça. Ouais. Le surlendemain, on a 270 000 likes, donc c'est complètement fou. Hein. VDM, ils avaient 800 000 abonnés à cette époque, et nous, en gros, en 3 jours, on était monté hyper vite. Je me rappelle, on avait une portée, donc on touchait 26 millions de personnes. Tu vois, pour te dire à quel point l'algorithme de Facebook était ouvert, c'était n'importe quoi. Et attends, donc, juste pour rappel, du coup, c'était quand? Ça, c'était en 2013, ça. Ok, d'accord. Oui, ça a bien changé du coup depuis sur Facebook. Ouais, c'est ça. En juin 2013 ou en mai 2013. Je me rappelle que c'était les partiels pour la plupart des gens. Et donc, du coup, à 270 000 abonnés, ma page se bloque et on reçoit un message Facebook qui nous dit cette page sera supprimée dans 14 jours. Et en fait, VDM avait réussi à faire passer un truc en mode parasitage, je sais pas quoi. Et Facebook s'était dit on va quand même pas s'emmerder pour une page avec une bite rose fluo qui bande pas en logo. Donc du coup, on s'était retrouvé à avoir notre page supprimée. Et ça m'avait un peu foutu les boules. Et c'est là que je me suis dit bon, j'abandonne pas et je relance en faisant bien gaffe à pas être dans leur cible en termes de parasitage. Et c'est là que je l'ai appelé Nuit sans folie. Et à ce moment-là, je savais pas du tout comment faire repartir le truc. Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a tagué mon campus avec des potes et on a fait des grands pouces bleus fluo avec NSF écrit juste après. Donc c'était vraiment grand, c'était des gros tags. Ah oui, comment on appelle ça déjà, du super marketing. Marketing, ouais, ou guérilla marketing. Ouais, on peut dire ça. On avait mis les cagoules et tout, on s'y croyait. Hein. Je peux te dire, on y était allé de nuit, on était des fous. Et du coup, on a réussi à taguer la moitié du campus. Je me rappelle, on a fait peut-être 70 tags. Et on était énervés, quoi. Tu vois, quand il y avait un passage piéton, on en faisait un sur chaque bande. On se disait en mode stroboscopique, les mecs, ils vont finir par être obligés d'aller liker. Je passe les détails, mais on savait pas qu'il y avait une police sur les campus. On s'est fait poursuivre par cette police. Heureusement, on courait vite, on était entraînés. Voilà, donc on s'en est pas mal sortis. Et ça a recommencé à buzzer, parce que comme c'était les partiels, je pense que les gens se retrouvaient tous en amphi. Et à la fin du truc, un peu pour décompresser, ils devaient se dire c'est quoi sinon tous ces trucs de merde partout là. Et donc on a recommencé à prendre un peu des abonnés. Et c'est à partir de là, on va dire que ma vie entrepreneuriale a vraiment commencé avec de la stabilité. On s'est rapidement retrouvé avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur la page. Et je me suis dit, je vais sortir une appli. Je savais pas du tout comment faire. J'ai trouvé un développeur qui m'avait écrit dans la boîte de la page. Le mec m'a fait une appli avec des fautes d'orthographe dans les menus. Enfin, c'était un scandale. On a sorti l'appli. J'ai bourriné de toutes mes forces en communiquant sur la page. Et on s'est retrouvé premier de l'Apple Store. J'avais aucune idée de ce que ça valait. Hein. J'étais devant Snapchat, devant Facebook, devant tout le monde. Ah oui. Et on faisait vraiment, c'était n'importe quoi, avec une bite rose fluo qui bande pas toujours en logo, tu vois. Donc avec un peu de recul, tu te demandes quand même comment c'est possible, mais voilà, c'était le cas.
VDM qui tweet le cancer métastasé du net, nuit sans folie. Du coup, ça nous fait encore plus prendre de monde. Donc les mecs se sont un peu chiés dessus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est bizarre qu'ils aient fait ça. Enfin, ils devaient savoir que ça allait encore plus faire du buzz, enfin un bad buzz. Bah écoute, et bien pour vous. je sais pas trop. Peut-être que c'était un réflexe haineux, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, Un ils peu l'ont jaloux. fait, ça nous a aidés. Du coup, voilà, on s'est retrouvé à faire beaucoup de téléchargements. Je vais passer sur toutes les étapes d'après, mais moi, j'avais aucune idée de comment on faisait de l'argent. J'étais censé gagner de l'argent avec ça, je savais pas. Donc, j'ai appris la publicité, j'ai appris comment tout ça fonctionnait. Et quand j'ai compris un peu comment on faisait de l'argent avec une communauté, et notamment en la transformant en média via une application, via un site internet, je me suis posé. Donc là, on gagnait plusieurs milliers d'euros par mois. On s'était un peu structuré. J'étais avec mon pote. Et on s'est dit, bon, comment on fait maintenant pour faire plus? Et là, le réflexe a été de dire, bah, il y a d'autres mecs qui ont des communautés et qui savent pas les monétiser. Allons voir ces mecs. Et c'est là qu'on a commencé à aller voir d'autres mecs qui avaient des petites communautés, qui étaient à 30 ou 50 000 abonnés, et notamment SSD par exemple. Et on a fait des feats avec eux en leur disant, écoute, on va monétiser ta communauté, on va en prendre 50%. Par contre, on va faire l'appli pour toi, faire le média pour toi, et on va communiquer sur notre communauté à nous pour te faire augmenter plus vite. Et donc là, on a commencé à enchaîner des apps, à rencontrer des gens, et notamment les meilleurs punchlines du rap français qui est devenu Rap Punchline avec un gros média. Enfin voilà. Et on a D'accord. commencé à monter notre nombre d'abonnés et on s'est retrouvé à totaliser un peu plus de 12 millions de personnes sur plusieurs marques et médias. Donc là, ma boîte commençait à vraiment être lancée. Sachant que moi, j'étais Donc ça, toujours... c'est Brainbox. On est d'accord. Ça, c'est Brainbox. Et Ok. moi, j'étais toujours étudiant. Donc c'était un peu galère. Il fallait que je taffe sur mon ordi en permanence, les midis, le soir et pendant les cours, je t'avoue. Donc pas hyper performant dans mes études de STAPS, mais passionné par ce que je faisais. Du coup, la suite, elle est assez simple. Je fais quelques années dans le digital media et quand je termine mon master, je prends mes premiers bureaux à Lyon. Je me lance tout de suite. J'ai pas des énormes revenus, mais disons que j'ai de quoi me payer des petits trucs de temps en temps pour manger. Et je me dis que j'ai envie d'aller dans la partie service plus que dans la partie média. Donc, je me mets à lancer des apps de service et à faire mes premières levées de fonds. Alors là, il y aurait des kilomètres et des kilomètres d'expérience à donner, enfin en tout cas de retour d'expérience à faire. Mais disons que voilà, j'arrive à faire mes premières levées de fonds assez copieuses. Moi, je commence par des 80 000, puis après des 350 000, et puis j'augmente un peu. Et j'essaye de faire un peu des apps de service avec un gros projet phare qui était une app de micro-événementiel entre particuliers pour faire des rencontres, mais toujours avec le prétexte d'une activité fun. Et beaucoup de travail là-dessus. Ça a jamais vraiment décollé. Et Ok. alors que j'étais en train de commencer à faire frémir ce truc-là, j'ai aussi été beaucoup dans le monde de l'influence marketing. Donc, je m'étais Ouais. moi-même fait une petite carrière entre guillemets de youtubeur. J'avais réussi à me faire un truc à 100 000 abonnés. Donc, je m'étais beaucoup Et là, rapproché le de monde. YouTube, c'était ton compte YouTube, c'était sur toi, sur tes expériences en tant qu'entrepreneur, c'était sur une des marques que tu avais développées en particulier, c'était. Non, pas du tout. Ça s'appelait Babeuf et c'était des petites vidéos d'humour sur la vie du quotidien. Voilà. Ah oui, c'est le personnage Babeuf que tu as créé par rapport à ton nom de famille. Ok. C'est ça. Et je faisais ça D'accord. juste pour m'amuser le week-end, le soir. Mais en fait, comme je connaissais un peu les petites mécaniques du contenu et de la viralité, c'était pas mal. Je crois que j'ai fait un peu plus de 35 millions de vues et du coup, c'était une belle aventure parce que ça a duré. Je l'ai fait pendant 1 an, quoi. Donc c'est quand même cool. Ça a vraiment mordu assez vite. Euh, Trop bien. du coup, ce Et truc. c'est là que ouais, du coup, t'es passé. Enfin, tu t'es de plus en plus intéressé au marketing d'influence. C'est ça. Bah d'abord, j'ai eu des premières marques qui m'ont contacté. J'ai fait des OP sponsors pour des gens comme Badou, par exemple, et j'ai vu que ça payait extrêmement bien. Et je me suis dit putain, c'est intéressant ce monde-là. Et puis deuxièmement, j'ai été beaucoup dans les apéros de youtubeurs. J'ai rencontré plein de gens vraiment, enfin intéressants comme le Palmacho, Thibaut InShape, Norman. Enfin, et tous ces gens-là, j'ai passé un peu de temps avec eux et j'ai eu la chance de comprendre un peu mieux tout ce monde. Donc j'ai apprécié. J'ai commencé à faire un peu de marketing d'influence moi-même pour me gagner un peu plus d'argent. Et un jour, j'ai rencontré un mec qui s'avère être le CEO de Thriller, qui a été introduit par un de mes potes. Et en fait, ce gars-là, donc Thriller, c'est un réseau social américain. C'était un mec qui avait vendu plein de boîtes aux États-Unis pour 300 millions d'euros et qui venait de racheter ce réseau social qui se développait pas mal aux États-Unis et il voulait lancer l'Europe. Et donc, il avait contacté mon pote, qui est un peu plus âgé que moi, qui est un serial entrepreneur aussi, en lui disant, bah, j'aimerais bien que tu reprennes l'Europe. Est-ce que tu as quelqu'un avec toi qui pourrait faire ça? Et donc, mon pote m'avait fait venir à ce rendez-vous. Et le gars nous dit, écoutez les gars, moi, je veux des mecs pour reprendre l'Europe.
Il me faut des mecs qui connaissent les communautés, les influenceurs et les applications smartphones. Donc, j'ai trouvé que vous. Donc, vous fermez vos gueules et c'est vous qui êtes en charge de l'Europe. Et du jour au lendemain, je me retrouve à gérer l'Europe, à ouvrir un deuxième bureau à Paris. Je commençais à avoir pas mal de salariés. Sur Lyon, là, j'avais 16 salariés à ce moment-là. Et donc, on ouvre et rapidement, on embauche 10-12 personnes sur Paris aussi. Et je me mets à faire des allers-retours et à bosser comme un chien. Et du coup, c'était une expérience complètement dingue, ce truc avec Thriller, parce que, en gros, notre stratégie, c'était de faire venir des influenceurs, des gros influenceurs sur la plateforme pour la faire se développer, et il fallait qu'on ouvre tous les pays d'Europe. Donc, hyper hardcore. Il y avait vraiment, vraiment plein de trucs qu'on connaissait pas et qu'il fallait qu'on apprenne. Mais il nous est arrivé des aventures folles. On s'est retrouvé à manager Léa et lui, qui était une nana avec la 4e plus grosse croissance Instagram monde, et qui est passée de 300 000 abonnés quand on l'a rencontrée à 10 millions d'abonnés. Enfin, que des trucs fous. On allait à Los Angeles au All-Star Game, on emmenait tous les influenceurs, on les emmenait à Ibiza. Enfin bon, on s'est retrouvé à avoir une vie complètement décalée, complètement folle, honnêtement, et à se promener avec tous les gros influenceurs. Donc assez dingue, assez fou. Une grosse tornade ma vie à ce moment-là, parce que j'ai 3 boîtes finalement. J'ai toujours Brandbox. Ouais. Tu restes encore, t'as 19 ans, 20 ans? Non, là j'ai vieilli, hein. Là j'ai 23, 24 là. À ce moment-là. D'accord. Oui, je suis passé vite, mais j'ai quand même, ça pourrait faire l'objet d'heures de conversation, tous les tollés, toutes les petites anecdotes. Mais bon, on va rester focus. C'est vrai que t'as tellement d'expériences que tu dis petites, mais finalement, qui ont pris de l'ampleur à chaque fois quand même si j'imagine qu'il y a plein d'autres petits échecs à côté. Mais ouais, t'as quand même beaucoup de petites réussites et aussi de grosses réussites. En fait, je pense vraiment que l'entrepreneuriat, si je dois le résumer aujourd'hui, c'est être capable d'échouer à haute fréquence pour très vite détecter ce qui fonctionne. C'est uniquement ça. Et je crois que tous nos problèmes humains devraient se résoudre comme ça. Tu vois, le problème climatique, moi, je prie pour qu'il y ait des millions d'initiatives partout pour qu'on puisse en détecter 10 qui fonctionnent très bien et mettre le paquet dessus. Parce que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Et c'est ça l'intelligence collective. Pour moi, c'est ça la vraie force de l'intelligence collective. Mais bon. Et du coup, petit saut, parce que là, on parlait de Thriller, ouais. Et maintenant, là, on parlerait peut-être plus de Time for Planet, mais entre les deux... Et entre les deux, en fait, pour aller vite, en gros, bon, là, à ce moment-là, j'ai 3 boîtes, je travaille comme un malade et je suis vraiment fatigué. Et fin 2018, je me dis, j'en ai marre de faire danser des gosses dégénérés sur des apps. En fait, moi, c'est pas mon purpose, c'est pas ce que je veux faire dans la vie. Je viens d'un village de 200 habitants et à la base, je fais du ski de fond. J'aime la nature et je me rends compte qu'on est face à un mur monstrueux. À ce moment-là, je décide d'arrêter Thriller, de me reconcentrer un peu sur ma deuxième boîte qui s'appelait Start Corporation, sur laquelle j'avais levé pas mal d'argent et j'étais en train de finaliser une levée de fonds de 850 000 euros, mais au radar, quoi, tu vois. Enfin, j'avais des gens qui me faisaient confiance parce que j'avais pas mal d'expérience et j'avais fait plein de trucs, mais au final, j'avais pas. Start Corporation, pour redéfinir un peu ce que c'est. Start Corporation, en gros, c'était la plateforme de micro-événementiel entre particuliers qui avait un service B2C qui s'appelait Who's Up, et on avait également pas mal de petites, on avait creusé pas mal de directions pour essayer de trouver d'autres propositions de valeur en B2B. On avait de la marque blanche, on avait fait pas mal de trucs. Donc là, on avait celle que tu as revendue, parce que j'ai vu que tu avais revendu Who's Up. J'avais pas fait le lien avec. Et ben là, je peux même annoncer en exclusivité que j'ai revendu 2 boîtes maintenant, parce que je viens de revendre du coup Brainbox aussi, pour me consacrer à fond à Start Corporation. Mais oui, voilà, en gros, j'arrive, après avoir quitté Thriller, je me remets un peu sur cette boîte où j'ai quand même toujours 16 salariés et je me rends compte que le modèle économique fonctionne pas assez bien. Donc je mets un challenge à mes équipes et je leur dis, les gars, on a 3 mois pour que ça fonctionne, parce que déjà on a presque plus d'argent, mais surtout je vais pas closer mon deal à 850 000 si on n'a pas de modèle économique, parce que je me sens pas de le faire. Tout le monde s'est battu pour que le truc fonctionne, on a vraiment essayé à fond, mais on n'a pas réussi à trouver ce modèle économique. Donc du jour au lendemain, j'ai dit, bah les gars, écoutez, il reste 1 mois, je vous fais tous vos préavis et à la fin de ce mois, tout le monde part et c'est fini. Parce qu'il faut savoir tourner la page quand ça fonctionne pas suffisamment. Et un truc que j'ai appris à ce moment-là, c'est que quelque chose qui marchouille, c'est que ça marche pas. Il n'y a pas de doute, il faut pas rester 10 ans quand ça marchouille et que tu as fait des efforts. Comment tu définis si ça marchouille ou si ça marche? Parce que c'est par rapport à des objectifs que tu t'es mis dès le début, genre tu t'es dit à tant de chiffre d'affaires, à tant de followers si c'est un autre petit projet, à tant de... Enfin, c'est quoi le curseur en fait? Je pense qu'il n'y a pas de curseur. C'est un ratio entre l'énergie qui est déployée pour un projet et les résultats qu'il y a en face. Bien sûr, si tu es seul et que tu fais ça que le soir,
tu peux pas t'attendre à la même chose que quand tu as une équipe de 16 personnes qui bossent full time, tu vois. Et moi, pour le coup, j'avais une équipe de 16 personnes qui bossaient full time et on n'était pas capable de s'autofinancer en termes de chiffre d'affaires alors que c'était un projet qui avait 2 ans et demi. Sur ce projet-là, on avait levé 430 000 euros. Donc, tu vois, on aurait quand même dû avoir déjà des choses qui se passent. On avait fait 100 000 téléchargements. Il y avait des frémissements. Il y avait un peu de product market fit, mais il y avait pas, en tout cas sur le concept, mais il y avait pas de vraie traction. Donc, pour moi, il y a 2 éléments. C'est soit tu as de la traction utilisateur et il y a un vrai besoin et c'est constaté. Soit les gens sont prêts à payer et payent, mais t'as pas encore scalé le paiement. Dans quel cas, il y a quand même déjà aussi un besoin et il faut voir comment tu peux creuser. Nous, on n'avait ni l'un ni l'autre. Donc, je me suis vraiment dit, j'avais suffisamment de recul et d'expérience à ce moment-là. Tu vois, ça fait 6-7 ans que j'ai commencé à monter vraiment des boîtes et je savais qu'il fallait arrêter. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai licencié tout le monde. On a essayé de trouver la bonne façon de le faire. Et en fait, c'était la grosse merde parce que j'avais oublié la TVA de mon année d'avant. Et j'avais quand même fait un truc genre 450 000 euros de chiffre d'affaires. Et comme je passais ma vie à aller à Los Angeles et machin, et aller avec des influenceurs et être dans un TGV entre Paris et Lyon, bah, j'ai fait cette erreur. Et donc, je me suis retrouvé avec pas mal de dettes, un truc genre 80 000 euros de dettes, enfin, tu vois, assez vénère. Et donc c'était la grosse merde. Donc je devais aller au tribunal de commerce. J'avais les huissiers tout le temps qui commençaient à se pointer, même chez mes parents. Enfin, je pense que tu imagines pas le stress que c'était toutes les semaines d'avoir des huissiers qui se pointent. M'étonne. C'est très compliqué. Et un peu dans le désespoir, je me suis dit je vais essayer de vendre cette boîte. J'ai été voir plein de gens. J'ai été voir des Pierre et Vacances, le directeur Europe d'Herbalife, enfin tous les mecs qui pouvaient avoir du sens à avoir une plateforme de micro-événementiel. Personne voulait m'acheter mon truc. Donc je me suis dit bah je suis mort. Je vais devoir aller au prud'homme et je pourrai plus jamais monter de boîte parce qu'il faut savoir quand même, enfin, pas plus jamais, mais pendant 5 ans, tu peux être privé d'exercer en tant que chef d'entreprise quand tu craches une boîte vénère. Et ça me faisait vraiment chier parce que je suis entrepreneur dans l'âme et ouais, mais ça, tu vois, ça on le dit jamais aux entrepreneurs. On ne le dit jamais assez, ouais. Ouais, mais Ce serait pas mal de le savoir, oui. ouais, c'est ça, parce que moi je l'ai appris quand j'étais dans la cour du bordel, donc c'est pas super Ok. agréable. Et au miracle, j'ai un des mecs qui faisait partie des leveurs de ma levée de fonds de 850 000 qui me dit écoute, moi je te rachète ta boîte. Et donc le mec m'a racheté ma boîte, il m'a épongé toutes les dettes et il m'a sauvé la vie. Donc ça a été un gros move pour moi et ça m'a fait pas mal de bien. Donc ça c'était d'été. Et en fait tout ça m'avait aussi beaucoup fait réfléchir, prendre beaucoup de recul. Et je me disais bon, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Quels sont les enjeux? C'est quoi aussi la prochaine vague? C'est quoi le prochain truc? Et un peu par instinct, je me disais cette prochaine vague, c'est forcément l'environnement, puisque là, on arrive aux limites de notre système et il est quasiment obsolète. Et en fait, en me renseignant, en lisant beaucoup, j'ai aussi pris conscience qu'en fait, il y avait une véritable urgence climatique et que c'était pas drôle du tout et que c'était pas juste une vague et une mode, mais le plus gros challenge de l'histoire de notre humanité et que c'est pas juste des mots, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Et en fait, ça m'a vraiment pris aux tripes et je me suis dit, il faut que l'énergie de tout le monde soit déployée vers ça parce que c'est vraiment énorme. Et en fait, je pense que 99,9% des gens n'ont pas les infos parce que ça fait peur, parce qu'on est dans le déni et parce que c'est très difficile d'entendre ça et qu'on n'a pas envie spontanément d'aller chercher ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est juste monstrueusement hardcore. Ça n'a rien à voir avec les extinctions de masse. C'est bien, bien plus violent. Euh, et donc là, j'ai commencé à me dire, ok, bon, moi, comment je mets mon expérience au profit de ça? Comment je consacre la suite de ma vie à ça? Parce que ça compte vraiment pour moi. Et donc c'est là que je me suis dit, moi, je pense que je connais un truc un petit peu, c'est l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut que je crée des entreprises qui sont destinées à lutter contre le dérèglement climatique, parce que les entreprises, finalement, c'est ce qui fait nos modes de vie. Et aujourd'hui, on nous dit, il faut qu'on change nos modes de vie. J'ai du mal à voir comment 8 milliards de personnes vont changer leur mode de vie dans la plage de temps qu'on a, simplement en entendant des gens leur demander de le faire. Donc moi, je me suis dit, des entreprises, c'est un super outil, c'est un super bouton sur lequel appuyer, parce que presque sans friction, tu peux modifier les modes de vie des gens et tu peux leur apporter vraiment une autre façon de faire, une autre façon d'impacter la planète et de consommer. Donc c'était mon premier focus. Et je savais que l'argent, c'est un outil qui est hyper puissant, qui permet de faire bouger tout le monde dans une même direction, et que si tu ne gagnes pas d'argent, tu peux pas mettre des forces de travail en mouvement vraiment, donc tu peux pas faire travailler des gens, tu peux pas les payer décemment. Donc il faut absolument que tu aies de la rentabilité. Et donc j'ai lancé, en tout cas à la base, j'ai discuté avec Grégoire, qui est un très bon pote et donc de Germinal,
de l'idée de faire un startup studio, donc créer des boîtes avec 2 axes, à la fois un axe environnemental très très fort, très très marqué, donc c'est des boîtes qui doivent avoir un impact positif pour l'environnement, et à la fois une capacité à être rentable. Et c'est pour ça que j'étais allé voir Grégoire, parce que lui, il avait la machine Germinal pour tester très vite les capacités de rentabilité d'un projet, avant même de le sortir, donc vraiment d'une idée. Donc c'était un peu ça l'idée. On a avancé là-dessus dans l'été, j'ai commencé à me foutre avec Germinal et on a commencé à créer le truc. Et puis après, il y a un mec qui avait des bureaux au-dessus des miens à Lyon à l'époque, qui est un très très bon entrepreneur lyonnais, plus âgé que moi, donc plutôt 35-40 ans, qui me dit, bah attends mec, ce que tu es en train de faire, nous on est en train de faire un truc du même style, faudrait qu'on se rencontre. Grégoire à ce moment-là se tape un rush de malade sur Germinal et ne peut plus du tout se concentrer sur ça. Et moi je rencontre 3 autres entrepreneurs hyper brillants, plus âgés que moi, donc plutôt 35-40 ans comme je disais, qui vont vraiment me faire à nouveau sortir de ma zone de confort, ce qui a toujours été mon focus dans ma vie, le plus possible être en dehors de ma zone de confort pour apprendre. Et là, je vois des mecs et je me dis ma place elle est là parce que ces mecs c'est des malades. Et c'était que des gars qui avaient monté des grosses boîtes, qui étaient vraiment smart. Et ils me disent bah voilà, Et donc nous là, vous vous associez tous les 4 du coup? tous les 5 maintenant, mais oui, tous les 4 à l'époque. Oui, non, c'est juste qu'il y en a un qui nous a rejoint. Okay. Et on se dit ok, on fait Time for the Planet. Et ça a rajouté aussi un côté ambitieux parce que eux, ils étaient partis du principe qu'il fallait qu'on soit notre propre fonds d'investissement. Et ces mecs-là, ils disent pas on va lever 10 millions d'euros comme moi j'aurais pu le dire à cette époque-là. Ils disent non, on lève 1 milliard d'euros. Et tu vois, c'est des gars qui avaient des boîtes avec 1000 salariés. Moi, j'avais 26 salariés au maximum. Donc tu vois, on n'est pas dans les mêmes échelles. Et là, je me rends compte qu'on peut le faire complètement en fait et que c'est complètement jouable. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le projet est faisable. Le focus est très très bon, donc toujours le même focus, dire constat simple, les entreprises elles ont changé le monde en 50 ans. Là on est face à un défi qui nous impose d'agir très très vite et de transformer nos modes de vie à des vitesses faramineuses. Donc il faut utiliser les entreprises, en tout cas c'est un outil, parce que convaincre les politiques c'est très long, on l'a vu, ça change pas assez vite. Manifester dans les rues, ça fait pas beaucoup d'effet malheureusement. Et convaincre 8 milliards de personnes de changer leur mode de vie, c'est très difficile. Donc, mais justement, nous, en fait, ça, c'est le côté évangéliste. Souvent, on nous dit, essayez pas forcément tout de suite d'évangéliser, de changer les habitudes des gens ou des consommateurs, ou alors pas tout de suite, quoi. Ça dépend ce que vous, enfin, en fonction du succès d'un produit ou de votre boîte au début. Là, vous pourrez le faire après. Là, toi, tu commences par ça. Bon, après, bien sûr, vous êtes que des entrepreneurs expérimentés, mais dans l'environnement, il y a clairement tout à changer dans la plupart des habitudes des gens de vie et de consommation. Et donc là, ça va être un startup studio qui va créer que des entreprises qui ont un focus environnemental, et donc du coup cette idée de changer les habitudes des gens. Est-ce que, c'est ça aussi le challenge, genre comment tu vois ça? Pour ça te paraît normal possible de créer que des boîtes comme ça qui ont c'est pas seulement trouver des consommateurs là, c'est des gens qui acceptent dès le début de changer, en fait, qui disent ok, on va changer avec vous. Ouais, alors on n'est pas du tout dans la logique de dire il faut éduquer son marché. Moi, je déteste ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment une grosse erreur. Je l'ai eu dit, hein, ces mots sont sortis de ma bouche plus jeune, mais en fait, c'est une absurdité. Tu n'éduques pas ton marché, tu réponds à un besoin du marché, et ça va dans ce sens et pas dans l'autre. Et en fait, nous, on n'est pas du tout dans la logique de dire on va créer des boîtes et essayer de faire en sorte que les gens changent pour s'adapter à ces boîtes. Pas du tout. Bien au contraire, on veut prendre des problèmes qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'environnement. Nous, on s'est mis une verticale simple, c'est gaz à effet de serre, parce que c'est ce qui est le plus connu et c'est ce qui est le plus impactant de manière globale, et consommation d'énergie. Donc nous, on se concentre là-dessus. Le plastique dans les océans, c'est un énorme problème, mais on peut pas tout faire. Enfin, il y a plein de choses. D'accord, donc vous prenez un axe d'abord d'attaque, un angle d'attaque. Dans cet axe, on a identifié plusieurs problématiques, il y en a une trentaine. Et sur ces problématiques, nous, comment on fonctionne? On a toujours été très pragmatique. Ce qu'on a fait pour lancer Time for the Planet, c'est qu'on s'est dit, OK, il y a des scientifiques depuis 50 ans qui nous disent qu'il y a un problème climatique. Allons voir ces mecs et voyons ce qu'ils nous disent. Et voyons comment eux, ils envisagent le truc. Donc, on a retroussé nos petites manches et on est allé voir Jean Jouzel, qui est le vice-président du GIEC, qui est prix Nobel de la paix, et qui nous a reçus. Et on lui a dit, salut Jean, comment on fait la transition énergétique dans l'idéal, dans le meilleur des mondes? Et lui nous a dit, il y a un truc sur lequel on peut capitaliser, c'est l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, le cerveau humain, on peut lui reprocher plein de trucs, mais pas d'être capable d'innover très très fort. Et partout sur la planète, il y a des mecs qui sont en train d'inventer des trucs qui sont les technologies de notre futur. Souvent, c'est des low-tech, donc on parle pas d'être
tu vois, c'est pas de la géo-ingénierie, c'est juste des techs, des innovations qui permettent de construire, de se déplacer, tous ces problèmes qu'on a identifiés, de les faire différemment, avec plus de respect pour la planète. Donc, on s'est dit c'est fantastique, merci Jean, on est parti. Et ensuite, on s'est posé la question de comment on fait avec ces techs. Donc, on est allé voir des mecs qui faisaient des techs comme ça, on en a cherché, et on a rencontré des mecs, des prodiges, enfin des mecs qui font des trucs fous. J'aime bien citer un de ces mecs, il s'appelle Zoubir, et il a créé un géopolymère minéral. Donc en gros, c'est une colle, si je vais plus simplement à la chose. Purée, si je dis ça, mais voilà, qui permet de construire un bâtiment solide, qui respecte toutes les normes, avec n'importe quel matériau. Et en fait, ça, c'est absolument prodigieux, parce que tu peux construire les bâtiments avec des matériaux qui sont locaux. Donc déjà, ça évite énormément de bordel. Et surtout, il faut savoir que le ciment, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est hyper polluant. Et lui, ça détruit complètement cette pollution-là. Ça la fait disparaître. Et le mec a construit des maisons avec son truc. Donc c'est pas juste un gars dans un labo, il est allé un peu plus loin que ça. Ça marche, les maisons sont nickel. Et quand on va le voir et qu'on lui dit « Et maintenant, so what ?» Le gars dit « Bah rien, moi je suis bien, je suis content, j'ai fait mon truc, voilà. » Et il n'a pas du tout l'ambition d'en faire un truc, de le mettre à disposition du monde et que ce truc-là serve à quelque chose. Juste, c'est un scientifique qui est content d'avoir fait ça et il voit pas d'autre chose à faire avec. Et là, on s'est dit « Non mais c'est juste pas possible, quoi. » Ces mecs-là, ils font des trucs brillants, mais ils savent pas les mettre en œuvre, ils ont pas l'envie de le faire et on peut pas leur reprocher. Ils sont incapables de les transformer en véritables entreprises, peut-être un ou deux, mais très rarement. Ils peuvent pas trouver de modèle économique là-dessus parce que pour eux, l'argent, c'est quasiment le diable. Donc, il faut que ces trucs, on aille leur connecter des commandos d'entrepreneurs pour que ça les transforme en entreprise, pour que ça les déploie et que ça les mette en œuvre dans notre quotidien. Et donc là, on commence à avancer sur le concept de Time for the Planet et la façon dont on crée ces entreprises. Et la dernière chose qu'on a constatée, c'est que il faut de l'argent parce qu'on a besoin d'aller vite. Et en fait, de l'argent, il y en a, mais à fond. Par exemple, il y a des fondations en Suisse qui représentent 80 milliards d'euros, qui se destinent à l'investissement dans l'environnement. Et en fait, ils ne savent pas où dépenser leur argent parce qu'il n'y a pas de projet assez ambitieux. Tu vois, c'est super. Enfin, moi, j'encourage toutes les initiatives. Et par exemple, la plupart des choses qu'on voit, ça va être des t-shirts qui sont faits en plastique recyclé, etc. Mais ces fondations-là, elles investissent pas sur des projets comme ça rentre pas dans leur case. Et du coup, les mecs sont bloqués parce que la plupart des projets, c'est ce genre de choses. Et là, on s'est dit, bon, ça va être notre triptyque. Il faut voir plus gros, quoi. C'est ça, mais c'est surtout... Mais c'est difficile de faire plus gros que ce que vous proposez, mais ouais, ok. On peut toujours faire plus gros. Hein. Donc, non, voilà. Mais c'est déjà, je veux dire, pour une création d'entreprise, même si vous êtes 5 entrepreneurs aguerris, partir du principe que vous avez commencé par lever 1 milliard, c'est quand même commencer avec une très haute barre, quoi. Ouais, mais en fait, il y a un truc aussi que j'ai appris, c'est que, et ça, je l'ai vraiment appris au contact de gros entrepreneurs, mais il faut afficher des grosses ambitions pour que ton projet soit gros. En fait, à partir du moment où tu n'affiches pas des grosses ambitions, tu seras jamais gros. C'est comme ça, c'est une espèce de loi, t'attires pas les gens qui te permettront d'être gros. Même pour toi, viser la lune, machin, enfin pour au moins avoir en dessous, mais faut toujours viser très haut. Mais du coup, je me permets de faire un parallèle sur moi, le domaine dans lequel j'ai envie de changer tout ce qui existe ou presque, même si évidemment l'environnement m'intéresse énormément et d'ailleurs j'aimerais bien réfléchir à comment lier les deux, lier sexualité et environnement, parce que par exemple dans tout ce qui est sex toys, c'est pas forcément le plus écologique, mais et moi je trouve qu'il y a énormément de mentalité justement et d'habitude de réflexion à changer dans la sexualité, qu'elle soit hétéro, homosexuelle ou autre encore, et des rapports hommes-femmes aussi, ça joue évidemment. Et voilà, pour refaire un tout petit zoom sur une de tes expériences, même si on pourrait évidemment encore plus parler de Time for the Planet, genre sur Six ou sur Nuit sans folie, sur Kinky, tu vois, t'abordes ces sujets-là directement ou indirectement, d'une manière très drôle, très légère. Est-ce que tu t'es dit je m'embarque dans un truc un peu sur le cul, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il y a un sens, ou est-ce que c'était vraiment plus pour d'abord pour t'amuser et ensuite peut-être que c'est venu après, ou pas, enfin est-ce qu'il y avait t'avais une ambition d'essayer de changer les choses dans ce milieu-là ou pas trop spécialement? Je pense que ce qui est dangereux, c'est de se dire que des choses sont dangereuses. Il faut
aller dans les choses parce que sinon on devient sectaire et on se bride. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'être rassuré. Et le sexe, ça fait partie de ces domaines où on a besoin d'être rassuré parce que ça a été tellement tabou, ça a été tellement un truc dont on pouvait pas parler, alors que c'est tellement fondamental. Le sexe, ça n'est pas tabou, c'est un truc basique de la vie, c'est comme manger ou dormir. Ça me paraît Ouais, je complètement suis tout à fait absurde d'accord avec toi. qu'on Ouais. considère ça comme tabou. Donc d'abord, je l'ai fait par envie de provoquer, de dire je m'en fous, et moi je vais en parler, et qui même me suivent, et ça tombe bien parce qu'il y a eu du monde qui est venu. Euh, et ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais aussi le faire pas de manière éducationnelle, parce que c'est pas ce qu'on fait, mais en tout cas, juste démocratiser, montrer que ça peut être léger, et surtout, le mot c'est dédramatiser. Parce qu'en fait, on a dramatisé un acte qui est normal. Et ça paraît, je vois la pression que les gens se mettent. Nous, on a reçu tellement de milliers et même de centaines de milliers d'anecdotes maintenant. Les gens se mettent une pression par rapport au sexe, mais c'est pas normal. C'est pas possible que ce truc-là soit encore aujourd'hui en 2020 un objet de pression. Il faut arrêter. Donc voilà, c'était surtout moi aujourd'hui je le vois comme ça et j'ai envie j'espère avoir eu mon rôle pour permettre une libération de ce côté-là. À la base, c'était plus pour provoquer, pour dire je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas, c'est un sujet comme tous les autres. Pour moi, faire l'amour, c'est comme aller faire un jogging. Je peux le raconter à mes potes de la même manière. Et d'ailleurs, même si c'est naze, je dois pouvoir le raconter et ça doit être drôle. Et voilà, c'était ça le départ, quoi. Ok. Et du coup, comment t'es passé de Nuit sans folie à l'application Six? Alors ça, c'est assez simple. En fait, on avait une demande de notre communauté. Ça s'est passé avec un petit truc marrant. Un jour où je me rappelle d'un mec qui nous envoie... on reçoit souvent des messages un peu de blaireau, hein, il faut quand même le dire, et qui nous demande si on peut lui trouver une meuf sur Bordeaux. Et donc moi, je lui réponds ouais, pas de souci. Tu cherches quelle couleur de cheveux, taille. Enfin voilà, je lui mets un truc un peu marrant. Et le mec me prend au sérieux et me répond hyper sérieusement. Et donc ça me fait marrer et je le mets en story. Et cette story fait un buzz futuriste avec énormément de gens qui répondent, qui se marrent et surtout, euh, je sais pas, 1000 mecs du même genre qui prennent le truc au sérieux et qui me font la demande également avec leurs critères. Évidemment. Et là, j'hallucine et je me dis mais c'est pas possible et tout. Et donc je rigole et je dis est-ce qu'on ferait pas une application de rencontre parce que j'ai l'impression que vous êtes pas trop satisfaits les mecs. Et là, en fait, tout le monde nous dit, mais ça serait énorme, faites une application de rencontre qui dédramatise le sexe, comme vous le faites bien avec vos anecdotes, trouvez un moyen de nous faire marrer, d'aborder la sexualité, sans forcément que ça veuille dire que c'est une appli que pour les plans cul ou machin, mais juste que ça soit l'angle d'attaque, ça serait cool. Et là, on se dit, ok, allez, petit challenge, on se fait une petite appli de rencontre autour de ça. Et c'est comme ça que Naki Six. D'accord, ouais, parce que du coup, je me suis inscrite pour la première fois de ma vie que j'ai utilisé une application de rencontre, j'avoue. Et parce que j'avais un peu, enfin moi pour le coup, je suis pas forcément à l'aise avec tout ce qui est app pour ça. Je préfère un bar ou une boîte d'une manière assez classique. Mais Mais le confinement, voilà, on peut pas trop. Voilà. Et j'ai découvert que ouais, toi, s'il y avait pas de questions spécialement, enfin si la Six c'est basé sur ces 6 questions justement. Moi, je pensais qu'elles arrivaient tout au début, mais elles arrivent petit à petit. Et en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est que il y a ce petit curseur avec au milieu le verre de vin rouge, à gauche le cœur et à droite l'aubergine. Donc j'imagine c'est en mode tu recherches un plan cul, un couple ou tu sais pas, ou juste un verre. Et donc pareil, il y avait pas de questions par exemple sur mon orientation sexuelle ou sur mes envies, mes critères, et c'était fait exprès, j'imagine, ou ouais. c'est quoi? Alors on va finir par le mettre, le truc des orientations sexuelles, parce que c'est quand même une très très grosse demande. Mais à la base, on aurait aimé ne pas avoir tous ces critères, tous ces trucs. En fait, je trouve que c'est dommage. On veut toujours tout rentrer dans des cases. L'espèce Exact. humaine, c'est fatigant, tu vois. Je trouve qu'on est très névrosés les humains. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais aujourd'hui, voilà, je suis allé tondre pour aider mon grand-père et couper des branches. Et en fait, je vois à quel point ce truc-là compte. Et je me dis, mais pourquoi on fait ça en fait? On est obligé d'aller couper tous les trucs, tout doit être tout parfait, avoir des formes géométriques. La nature toute seule, elle n'a pas besoin de ça et elle se porte très bien. Mais nous, les humains, ah non, il faut que ça soit nickel. Et quand on parle de sexualité, ben c'est pareil. Alors toi, t'es quoi? Mais j'en sais rien, moi, ce que je suis. Je suis ce que j'aurais envie à l'instant T. Et en fait, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de toutes ces logiques extrêmement névrosées où on rentre tout le monde dans des trucs où il faut absolument avoir des étiquettes pour tout. Je trouve que
c'est une caractéristique de l'être humain qui est vraiment nulle à chier. Et donc, du coup, j'ai pas envie de l'appliquer à la sexualité, enfin, en tout cas, le moins possible. Non, mais justement, moi, je trouvais ça cool parce que j'avais un peu l'image classique que j'allais remplir un questionnaire avant de devoir utiliser l'appli. Et puis, en soi, même juste en termes d'utilisation et purement de produit, bah, on va plus vite sur l'utilisation et c'est pas, et c'est à sweeper et c'est pas plus mal. Enfin, vraiment, le cœur et l'intérêt de l'application. Donc, ok, ouais, c'est aussi, il y a quand même un sens aussi derrière. Et ça, du coup, c'est maintenant tu l'utilises plus. Enfin, tu le gères plus, je veux dire, si tu l'as revendu. Alors, ben, la revente a eu lieu là, c'est en ce moment même, cette semaine. Donc, tu vois, pour te dire. Okay, Et en fait, nous, on a toujours eu une vision. En tout cas, moi, j'ai toujours eu une vision où je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme de la randonnée. Tu essayes de monter le plus haut possible, mais des fois, tu arrives au pied d'un glacier et tu te rends compte que t'es pas du tout assez fort pour aller tout en haut de la montagne en passant par un glacier. Et c'est cool si quelqu'un peut venir, un alpiniste, et te dire, écoute Coco, je vais t'accompagner jusqu'en haut de la montagne. Nous, on a un peu cette logique avec Six. On a revendu un gros groupe qui est expert dans le dating. Bon voilà, je peux pas en dire plus, mais voilà, ça donne 2-3 idées. Et en gros, ce groupe-là, nous, on l'a revendu aussi parce que ils veulent en faire un énorme carton. Ils veulent miser très très fort sur Six. Et ça me plaît, tu vois, ce genre de truc. C'est ça aussi qui fait que je peux avoir envie de céder une de mes boîtes. Et là, l'idée, c'est que on va exacerber toutes ces caractéristiques pour la pousser vraiment fort. Donc, je pense que ça va pouvoir devenir un super produit et je vais les accompagner sur 6 mois là pour aller dans ces transformations. D'accord, donc tu restes quand même les 6 premiers mois pour pour accompagner cette transformation et laisser un peu finalement ta patte ou le sens que tu voulais derrière pour pas que ça se transforme justement et qu'il y ait trop de cases peut-être et que ça ressemble à d'autres applications. Il y a ça, et puis après quand tu vends une boîte, maintenant que je suis à 2 ventes, tu vois, je commence à être un serial vendeur. Et en fait, tu as toujours une période d'accompagnement qui est importante. Après, c'est très ponctuel, mais c'est normal de faire une passation, de prendre le temps de le faire, et voilà. Ok, d'accord. Et plus généralement sur l'entrepreneuriat encore et la sexualité aussi, puisque c'est le sujet, enfin en tout cas mon sujet, mais puisque tu es un serial entrepreneur et qui touche à vraiment plein de sujets différents, même si là tu es à fond dans l'environnement, toi, qu'est-ce que tu vois qui manque? Mais est-ce qu'il manque tellement de choses dans ce milieu-là? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour améliorer la vie des gens et surtout l'image de la sexualité en termes de business vraiment? Parce que pas juste associatif ou média, vraiment business et sexualité. Est-ce que tu as des idées comme ça que tu balancerais? Peut-être pas forcément ce que tu as envie de monter, mais voilà, ou même en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que Moi, je pense qu'il y a énormément de renouveau. Tu vois, les applications de rencontres, par exemple, enfin, 99,9% des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs ou n'ont pas de recul, si tu leur dis que tu sors une application de rencontre, ils vont te dire non, mais c'est déjà fait. Ce qui est une tragédie. Enfin, il faut jamais se laisser avoir par ce genre de discours. Très souvent, c'est pas des gens qui sont entrepreneurs qui te disent ça. C'est souvent des gens négatifs, mais la plupart des gens sont négatifs sur ce genre de choses. Il y a tout à faire et il y a tout à refaire. En fait, moi, c'est ma base de fonctionnement. Tout a déjà été fait à un certain niveau de complexité ou d'avancement, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller plus loin. Et on peut tout améliorer. Et c'est fantastique parce qu'on réinvente pas la roue, on l'améliore à chaque fois. Donc tout est incrémental, et demain, si tu as envie de refaire un truc qui existe déjà et qui cartonne, je m'inquiéterai pas pour toi. Si tu sais identifier les pain points, parce qu'il y aura forcément des pain points sur ce truc qui cartonne déjà, vas-y. Moi, là où je vois vraiment un truc, et je pense que j'y irai pas, donc je te le dis, c'est vraiment le coaching en séduction. On a failli lancer une offre là-dessus. Okay. Ouais. On a vraiment failli lancer une offre. On avait fait un truc qui s'appelait séduction.com. On l'a pas poussé plus loin parce qu'on était débordés, mais pour moi, il y a vraiment un truc dans le sens où aujourd'hui, justement, il y a cet énorme manque de confiance. Les mecs, en général, sont vraiment désespérés. C'est très difficile de faire des rencontres. Ils sont perdus entre leurs hormones et leur besoin d'avoir quelqu'un de confiance avec eux et de fonder quelque chose de sérieux. C'est très difficile pour les mecs de savoir où ils en sont, ce qu'ils veulent. Pour les filles aussi, hein, mais pour les mecs, pour en être un et pour avoir beaucoup d'amis, je sais que vraiment c'est un truc qui est difficile. Et je pense qu'il y a un vrai business parce qu'il y a un vrai service. C'est pas de l'arnaque. On aide les gens à vraiment avancer et à vraiment créer quelque chose. D'ailleurs, les coachs en séduction marchent très bien. Mais les coachs en séduction, c'est pas scalable et ils ont pas fait un truc qui fonctionne vraiment. Donc moi, je pense que s'il y a un business de malade à faire,
qui soit utile, qui puisse vraiment permettre à des gens de se sentir mieux, de mieux réussir leur vie, d'être plus à l'aise dans un monde qui va très vite, où on nous vomit de l'information à la gueule qui est pas forcément pertinente et qui est très difficile à interpréter. Bah, c'est vraiment sur cette notion de séduction, d'accompagnement pour la séduction. Voilà. Enfin, aussi séduction et aussi accompagnement un peu psycho en mode qu'est-ce que je veux moi dans ma vie, quel type de relation je veux finalement. Ouais, moi vraiment, si aujourd'hui je devais faire une plateforme dans ce sens-là, je ferais quelque chose de luxe parce que il y a trop de merde, les gens ont trop l'habitude de s'être fait arnaquer, d'avoir des daubes. Donc, tu vois, des formations, des merdes que tu achètes à 150 balles et en fait, il y a rien, il y a 3 PowerPoint pourris. Vraiment, je miserais sur un truc extrêmement, extrêmement qualitatif. Nous, c'était un peu l'idée, c'était on va chercher les 3 meilleurs coachs en séduction de France et en fait, on crée une plateforme qui permet aux gens de booker 1 heure de conseils sur un sujet extrêmement précis où ils ont rédigé un brief avant avec un de ces 3 coachs-là. Et nous, en fait, notre expertise, c'était de sélectionner les meilleurs coachs. On commençait avec les 3 meilleurs, et puis après, on allait s'étendre un petit peu. Mais ce que nous, on apportait, c'était la possibilité de réserver, d'avoir fait ton brief, que ça soit clean, que ça soit sur le créneau que tu veux, et qu'on te garantisse à 3 milliards de pourcents que tu ne tomberas pas sur un tocard ou quelqu'un qui est pas bon. Parce que nous, on allait prendre le temps d'aller voir ces gens, d'aller confirmer que c'était vraiment des gens performants et qui allaient pouvoir t'aider et t'écouter vraiment. Et tu vois, cette dimension crédibilité, on l'avait parce qu'on avait une grosse marque, une grosse communauté, et on pouvait l'amener dans ce secteur de la séduction. Moi, j'avais vraiment envie de développer ça et j'y croyais pas mal. Après, voilà, la vie fait que j'ai 40 idées de start-up par mois et si je les développe toutes, ça va pas marcher, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord. Bah, d'où l'intérêt de monter un startup studio. Là, tu as choisi un domaine, un gros, et ensuite, tu peux en développer plusieurs en même temps. En tout cas, pas directement, mais un peu quand même, quoi. Ah, je me suis jamais levé avec autant d'envie et un sentiment de bonheur comme celui que j'ai en ce moment. Donc, ouais, c'est parfait. Là, je suis aligné avec tout. Ok, d'accord. Mais ouais, non, c'est marrant le côté séduction, là, parce que je dis souvent maintenant que voilà, la sexualité, on dit souvent que ça s'apprend pas, que c'est censé être inné, etc. Mais au contraire, en fait, et on le voit avec tous les médias, etc., qui sortent là-dessus, mais pour aussi se connaître soi-même, connaître son corps, connaître ses désirs, et en fait, finalement, là, tu pars du principe que la séduction, ça s'apprend aussi, quoi. Et que il faut l'accompagner et que ok, d'accord. Moi, ce truc de connaître son corps, connaître ses désirs, je trouve que c'est top. Par contre, là, pour le coup, il y a quand même un écosystème qui est en train d'exploser. Donc, c'est pas des trucs qui ont déjà été faits, c'est des trucs qui vont être faits. Et je pense que c'est un move où ça fonctionne parce qu'il y a une espèce de tendance, mais il y a peut-être des choses plus intelligentes à faire et surtout, c'est difficile de monétiser ça. Alors, t'as des nanas comme comment ça s'appelle bon, je sais plus, orgasme, je sais plus quoi. Et moi ou Jouissance Club, ou ce genre de choses. Voilà, qui est très sympa. J'avais discuté pas mal avec elle. Ces gens-là, ils arrivent à monétiser un petit peu, ils font des livres et tout, donc c'est pas mal, mais c'est quand même difficile d'aller se poser sur ce créneau-là maintenant. En ce moment où il y a vraiment des leaders qui sont en train d'émerger, je trouve que c'est top qu'ils aient fait ça, parce qu'en fait, on se rend compte que on manque cruellement d'éducation sexuelle, puisque tout ce qu'on voit, c'est du gros porno, et en fait, ça nous apprend pas l'éducation sexuelle, bien au contraire, presque. Donc, tu vois, c'est cool, mais alors déjà, je trouve que ce monde-là manque d'hommes, parce que c'est que des femmes qui l'ont fait, ce truc-là. C'est exactement ce que j'allais te demander, parce que tu vois, pour l'instant, dans les gens que j'ai contactés et que j'avais en tête de contacter, à part du coup les grosses boîtes dont on parlait tout à l'heure, bah c'est que des femmes, et tant mieux. Enfin, moi, je suis contente, mais j'ai interrogé un homme, donc Frédéric des Jeux Polisson, donc dans les sextoys aussi, en mode box pour les couples, etc. Et là, toi, même si t'es plus vraiment dans ce milieu-là, mais ouais, du coup, il n'y a pas la représentativité des hommes pour une fois, c'est ça? Alors, pas du tout. Et en plus, pour avoir beaucoup échangé avec les acteurs de ce secteur, il y a une espèce de rejet des hommes qui est hyper violente. Ah ouais, c'est un truc de fou. Enfin, moi, pour avoir discuté avec ces nanas, elles sont extrêmement froides, fermées. Je pense qu'elles ont peut-être, la plupart en tout cas, de mauvaises expériences ou de mauvais retours par rapport aux hommes, mais ça veut dire qu'il y a un problème aussi, tu vois. Moi, ça m'a toujours fasciné de me dire, mais pourquoi elles ont cette froideur et cette fermeture d'esprit alors que ce qu'elles proposent et ce qu'elles font, c'est extrêmement ouvert et extrêmement cool. Et j'ai jamais eu de réponse à ça. J'ai pas eu le temps de phosphorer, mais je pense que... Il y a les deux, ça dépend vraiment. Enfin, c'est comme dans tout secteur ou tout mouvement, parce que là, c'est aussi pas mal lié au mouvement du féminisme. Et moi, j'aime pas qu'on généralise
le féminisme en disant que voilà que les femmes sont contre les hommes ou quoi que ce soit. Non, il y en a, il y a des mouvements un peu extrêmes, mais et c'est vrai que ça me gêne parfois quand j'entends des discours de femmes contre les mâles cisgenres blancs, etc. Et qui est une vraie appellation qu'il faut entendre. Mais clairement, tous les hommes sont pas comme ça. Et pour moi, il faut qu'on s'adresse aux deux. Et je sais que si je monte un business dans le milieu de la sexualité, je veux pas m'adresser qu'aux femmes ou qu'aux hommes. Je veux m'adresser aux deux en même temps, puisque les hommes doivent connaître ce qu'il y a pour les femmes et ce qu'elles veulent, et inversement. Donc ouais, mais du coup, pourquoi il y a pas d'hommes qui se lancent de mon âge, de notre âge, tu vois, à ton avis, qui se lancent plus là-dedans, dans la sexualité? Ben parce que je pense que en fait vraiment, tu vois, sur cette question d'égalité des sexes, elle est importante. Il faut l'égalité des sexes, c'est hyper important, mais il faut pas se tromper quand on prône l'égalité des sexes en étant discriminatoire envers l'autre sexe pour Bien sûr. rétablir l'égalité des sexes. C'est tout un débat, c'est vachement compliqué. On n'en est pas du tout là parce qu'aujourd'hui les femmes sont 1 milliard de fois plus discriminées que les hommes sur 1 milliard de secteurs. Mais en tout cas, on va dire que les nanas qui sont très actives sur ce secteur-là, il faut pas qu'elles fassent l'erreur parce que ça va leur desservir aussi et ça va desservir à la cause des femmes si, tu vois, on rejette en bloc les mecs. En tout cas, ce que je pense, c'est vraiment que les mecs sont des noobs sur la partie sexe. Ils sont nuls, ils connaissent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est le gros porno qui ne reflète pas la sexualité, ou très peu, en tout cas, certaines dimensions. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas du tout le même rapport au corps qu'une femme peut avoir. C'est assez compliqué à expliquer, c'est mon avis perso, et il y a pas de, je m'appuie pas Bien sur sûr. des faits, mais j'ai le sentiment que pour les mecs, ça signifie pas du tout la même chose le sexe que pour les femmes. Tu vois, les femmes, elles vont lui donner une dimension beaucoup plus profonde, où il y aura beaucoup plus de notions euh, cognitives autour de la sexualité, parce qu'elles ont aussi conscience, je pense que c'est beaucoup dans la tête, le plaisir sexuel, c'est quasiment que dans la tête hein, finalement. Et puis c'est quand même les seuls êtres qui ont un organe dédié au plaisir. Nous, on l'a pas ça Mhm. finalement. Et en fait, je pense que pour les mecs, le sexe c'est plus un acte. Euh, point barre, tu vois, un acte physique. Et c'est vu comme Ouais, ça. je pense que ça peut l'être pour les femmes aussi, t'inquiète, hein. Mmh, Mais c'est un acte, mais je pense que c'est plus ouais. sacralisé, qu'on y met, on y met beaucoup plus de choses derrière, et à juste titre, tu vois. Et donc, et aussi qu'il y a ça c'est structurel de notre société, mais il y a une volonté, il y a quelque chose, euh, en général, les femmes vont chercher à aller plus loin dans les sujets, à les connecter à d'autres dimensions. Et les mecs, nous, le sexe, bah, c'est un peu hardcore, mais pour beaucoup de mecs, ça reste quand même, je me fais du bien et j'évacue un peu les tensions et je me vide les couilles et puis c'est fait. Ouais, après, est-ce que c'est pas aussi la manière dont on en parle avec les mecs ou entre mecs, ou en public, quoi, et finalement, derrière, les mecs, ils sont là, des sentiments, une intimité. L'intimité, c'est pas forcément tout le temps que ta sexualité. Est-ce que c'est plutôt la manière d'en parler en public qui est comme ça, et puis en intérieur, bah, vous pouvez très bien faire des connexions aussi, Et c'est parce que avec justement, on est une d'autres société femmes. très patriarcale où les mecs, Ouais. il faut qu'ils incarnent la masculinité au possible. Et on nous a élevés à être comme ça. Et si un mec c'est pas un vrai bonhomme, ben tu vois, il est limite rejeté socialement. Donc c'est très très compliqué pour les mecs aujourd'hui de se dire que c'est pas juste un acte sexuel, mais qu'il peut y avoir une dimension philosophique, une dimension poétique. Tu vois, c'est très 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 compliqué. Et pourtant, c'est sûr et certain qu'on a une sensibilité là-dessus. On le sait très bien. Mais c'est difficile de l'aborder, c'est difficile de le faire sans avoir peur de se faire renier ou railler, quoi. Alors qu'une femme, elle a moins, on va dire, ce truc-là, parce que, au contraire, on va dire qu'elle est plus élevée autour de la délicatesse, d'aller dans le fond des choses et de les analyser et de les connecter et qu'il y ait toute cette notion Non, mais c'est émotive. des deux côtés. D'un côté, t'as le mec qui peut pas montrer sa sensibilité par rapport au sujet et sa sensibilité en général, et nous les femmes, on peut pas montrer notre insensibilité parfois par rapport à la sexualité sans avoir peur de passer pour une salope, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, Ouais, c'est encore une fois, on revient sur cette putain d'histoire de ouais, tondeuse mais et de pousser des c'est branches. ouais, C'est encore une fois ouais. que, bah voilà, on a des codes qui viennent de plein de choses. Ça vient de 2000 ans d'éducation religieuse. Ça vient de, tu vois, c'est très compliqué de faire l'analyse. C'est passionnant. Moi, je passerais des heures et des heures à réfléchir à ça et à phosphorer autour de ça. Mais ce que je pense qu'on doit déconstruire et qui nous fera avancer en tant qu'espèce, c'est vraiment toutes ces cases. C'est très difficile parce qu'il y a plein de points sur lesquels on recule. Mais c'est aussi pour ça que, malgré le fait que les nanas qui souvent
sont à la tête de ces comptes de démocratisation, on va dire, des pratiques et de la culture autour du sexe, soient un petit peu parfois n'est pas toujours le meilleur comportement possible envers les hommes, c'est quand même cool de le faire et il faut quand même le faire. Oui, non, bien sûr, mais je vois ce que tu veux dire quand parfois tu peux te sentir en tant que mec rejeté de ce genre de médias ou de discours, ouais. Mais ouais, donc du coup des choses clairement inclusives, mais des deux côtés, quoi. Ça serait bien de développer des business ou des produits là-dessus, quoi. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que, enfin, avec toutes tes expériences, j'avoue, j'avais un peu du mal à organiser mes questions. Et c'est vrai que j'avais autant envie de t'interroger sur sur tes autres expériences que Six ou Nuit sans folie. Mais donc peut-être pour conclure, est-ce que tu peux me donner un exemple vraiment d'échec? Après, t'en as donné un tout à l'heure avec un peu avec Who's Up, enfin en tout cas pour la revente, mais peut-être un petit échec qui est vraiment représentatif de, je sais pas, d'un entrepreneur qui se lance, justement l'un des petits échecs dont t'as pas voulu mentionner parce qu'il y en a plein, mais peut-être un qui t'a vraiment marqué, ou le premier, voilà. Ok, alors le premier, comme ça au moins ça sera C'est efficace. bizarre de conclure par ça, mais c'est pas Non, forcément une conclusion, mais juste pas de pour souci, dire qu'on peut réussir. l'échec est un diplôme, Voilà. comme dit le sage, et en plus, je trouve que encore une fois, c'est important, tu vois, on peut pas euh, essayer d'incarner quelque chose d'inspirant et d'être un entrepreneur qui donne envie aux autres si on parle que de ses succès, parce que c'est très vite plastique et moi qui ai envie de déconstruire ces espèces d'images storytelling au maximum sur la réussite, ça me fait plaisir de finir là-dessus. Du coup, Ok. mon premier échec, c'était une marque de vêtements, justement. C'était une des premières fois où j'essayais d'entreprendre vraiment. Euh, on était parti d'un truc très simple, c'était que le sport était en train d'exploser. Donc là, on est en 2011 hein, ou 2012. Donc les mecs cherchent aussi à mettre en avant leur shape sportive euh, sans que ça soit pas fun. Donc à l'époque, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de vêtements qui sont adaptés. C'est soit tout moulant, tu ressembles à rien et on dirait une saucisse, soit des vêtements classiques. Et donc nous, le postulat, c'était de se dire, on va prendre des vêtements qui ont une shape correcte, normale, et on va leur apporter une touche qui va mettre en avant le côté sport et qui va les rendre un peu sympas. Donc en fait, l'idée, c'était au niveau des bras, sur la manche, il y avait un espèce de d'ourlet. C'est pas un ourlet, mais c'est un peu comme les élastiques des caleçons, euh, qui te serre un peu le bras. Enfin, en tout cas, pour mettre un peu en avant la shape. Donc, ça permettait de mettre un peu en avant la partie épaule et les bras. Et c'était des t-shirts très sobres avec un élastique qui était coloré tout le temps, presque fluo. Donc il y avait un concept parce qu'à l'époque, faut vraiment se dire que c'était pas du tout les mêmes fringues. Enfin, les modes ça change vite. Maintenant, on est beaucoup sur des fringues de sport qui sont hyper bien foutues pour mettre en avant le corps, mais à l'époque, c'était pas trop le cas. Et donc du coup, on lance ce truc, on l'appelle Young Elegant Wear. Voilà, c'était un peu C'est un le peu nom. long. Ok. Ouais, mais alors ça s'abrégeait par YEW. Et donc du coup, en fait, on a fait peut-être pas tant toutes les erreurs de l'entrepreneur de base, mais on a commencé par faire des patrons de t-shirts. On est allé foutre ces patrons. On est allé voir une couturière. On a réussi à convaincre une couturière de nous faire des premiers modèles de t-shirts. Donc on essayait un petit peu. Ça a commencé à se mettre en place. Et puis il y a Samsung qui a sorti un concours pour gagner 40 000 euros. Ces 40 000 euros te permettaient de développer ton projet. Et on a postulé avec notre truc, et je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on était premiers, hein. On était dans les premiers en tout cas, enfin on était très très bien. Je suis quasiment sûr qu'on était premiers, enfin du coup c'était vraiment assez cool. Bah, vous avez gagné ou pas les Alors, 40 000 euros? on avait fait une vidéo, on avait fait tout le truc, et en fait non, ils ont pas choisi le premier, pas du tout. Ils ont choisi un truc qui s'appelait le petit pousset, c'était des cailloux lumineux pour quand tu vas pisser la nuit, éviter d'allumer tes lampes et tu vois quand même dans ton couloir. Ok. Et ça nous avait foutu une sacrée mort et une sacrée claque parce qu'on s'était vraiment fait chier. On était persuadé qu'on avait gagné ce concours jusqu'au dernier moment. Et en fait, ça nous avait foutu au fond du trou à tel point que je crois on a arrêté le projet sur cet échec. Et donc, il m'avait quand même un peu marqué. Et, euh, et voilà. D'accord, là c'est l'abandon par ego un peu. L'abandon par
par dégoût en mode putain, mais on a gagné, mais on a perdu. Enfin voilà, ça nous avait foutu la mort et voilà, c'était un des premiers trucs où j'ai arrêté, quoi. Ok, d'accord. Donc là, c'était parce que tu t'es dit c'est pas possible de perdre comme ça, quoi. Ou peut-être que ça montre juste que vous étiez pas assez motivé pour continuer après le premier échec, quoi. Il y avait un ensemble de trucs, je pense, mais disons que je pense que c'était pas le combat de notre vie de faire des t-shirts avec un bracelet moulant sur le bras. Bien sûr, aussi, il n'y avait pas assez de sens, peut-être. Ça nous amusait, et puis après, pour le coup, on s'est quand même rendu compte que lancer une marque de vêtements, c'est quand même très, très, très complexe. Et autrement plus complexe que de faire un proto par une couturière à Lyon. Après, ça commence toujours comme ça, les histoires. Hein. Tu vois, j'écoutais tout à l'heure l'histoire de la fondatrice de Litchi. J'ai halluciné. Je me disais, mais la meuf, elle a fait que des trucs bateaux. Il y a eu aucun truc un peu smart, un peu hacké, mais elle a tenu, elle a gardé son cap, elle est restée là et elle a réussi, tu vois. Enfin bon, voilà. Ok, bah écoute, super. Enfin, franchement, j'aimerais bien. Enfin, qu'il y a tellement de trucs à dire que ça pourrait continuer encore des heures, mais surtout, j'aimerais bien voir très vite la suite de Time for the Planet. Mais je pense qu'on va voir ça assez facilement avec toi qui postes pas mal. Du coup, comment on suit les histoires de Time for the Planet? Bah, c'est très simple. Time for the Planet, c'est un mouvement citoyen. Nous, on veut vraiment être un mouvement citoyen pour montrer que les gens sont d'accord avec le fait que l'entreprise peut être autre chose que l'enfer du point de vue de l'environnement et peut être une solution. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à nos pages sociales. Pour l'instant, on est 17 000, mais là, on va commencer la communication. Donc, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est de visiter notre site et de devenir associé si vous le voulez. Aujourd'hui, on est un peu plus de 1200 associés, encore une fois, sans avoir communiqué. Et ça représente 320 000 € aujourd'hui d'investissement citoyen purement. Donc, on est assez fiers de ça et on pense vraiment que c'est un bon, pour le coup, un bon POC, sachant qu'on a des premiers fonds d'investissement qui sont rentrés aussi à côté de ça. Enfin, on commence à avoir rassemblé pas mal d'argent. Et la dernière des choses, c'est de parler de nous, de partager Time for the Planet, d'en parler à vos amis tout simplement, de nous écrire si vous avez envie de mettre votre temps à notre disposition, parce que on a proposé ça avec les Team for the Planet. Beaucoup de gens nous disaient, moi j'ai pas forcément d'argent, mais j'ai du temps pour vous et de l'expertise, donc si ça peut vous aider, voilà comment on peut s'organiser, et on s'est structuré pour pouvoir accueillir ça. On a plus de 110 bénévoles aujourd'hui qui nous aident à faire grossir Time for the Planet. On a commencé il y a quelques mois, on a commencé en décembre, donc tu vois, ça commence à choper une bonne traction. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1500 € tous les jours d'investissement citoyen sans rien faire, et on va accélérer ça fort bientôt là. Donc n'hésitez pas à suivre pour voir jusqu'où on va avec cette affaire. Oui, parce que là, c'est même pas que un startup studio, il y a vraiment un engagement politique, donc ça, c'est assez parallèle à ton engagement. Enfin, tu vas te retrouver en politique. J'ai toujours su que je ferais de la politique un jour, je pense, et ça peut être comme l'entrepreneuriat en soi, mais ouais. Ouais, moi je pense que la richesse d'une vie, c'est d'avoir plein de petites vies. Et tu vois, je suis assez fier d'avoir collectionné quelques vies pour l'instant. J'ai eu ma vie de sportif où j'étais vraiment, je faisais que ça. J'ai eu ma vie d'entrepreneur, j'ai eu ma vie de youtubeur, j'ai eu ma vie de musicien aussi puisque j'ai fait beaucoup de musique. J'espère avoir ma vie de papa, de mari aimant. J'espère avoir ma vie peut-être d'homme politique. J'espère avoir plein d'autres vies que l'avenir me réservera. Et j'y crois. Et je ferai tout pour. C'est bien parti en tout cas. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Bonne soirée. Désolée d'avoir pris une petite heure de ta soirée. Aucun problème, c'est avec grand plaisir. Ok. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les entreprises dont on a parlé pendant cet épisode en description. Vous pouvez donc aller rire un coup en lisant les posts de Nuit sans folie, ou aller sweeper sur Six et peut-être aller raconter vos histoires sur Nuit sans folie juste après. On espère que non. Vous pouvez encore aller jouer avec Kinky lors de votre prochain apéro, à 10 maximum en ce moment, on le rappelle, situation post-confinement oblige. Sinon et surtout, vous pouvez retrouver le projet actuel d'Arthur, Time for the Planet, en vous rendant sur time-planet.com. En ce qui concerne Talk Podcast, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous. Et surtout, vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Il est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et SoundCloud. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram lets.talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine.